Aujourd'hui, une association peut-elle se passer d'un site internet, d'une page Facebook? Est-ce que ces outils numériques sont incontournables pour motiver les adhésions, dynamiser le bénévolat? C'est des questions que nous poserons à deux représentants de la Maison départementale des associations de Vendée, Jacques Porcheret, le directeur, et Guillaume Droyard, consultant pour la MDAV. Messieurs, bonjour. Bonjour. Gilbert, chronique avec vous au milieu de l'émission. Vous allez nous emmener au large de l'île-Dieu, mais plutôt en 1917. Par esprit de contradiction, vous vouliez que je parle du Vendée Globe, je n'en parlerai pas. Tout s'est bien passé. Il serait question quand même de mer. Par contre, il y a un siècle exactement, il y a eu un petit drame au large de l'île-Dieu, voilà, jusqu'en Bretagne. Très bien, vous rappellerez cette histoire. Deux invités pour cette semaine dans l'air de rien. Bonjour Jacques Porcheret. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes directeur de la Maison départementale des associations en Vendée. Tout à fait. Ce qu'on appelle la MDAV. Tout à fait, la MDAV. Donc la MDAV, en fait, c'est... Alors c'est une association, loi 1901, au service de toutes les associations de Vendée qui souhaitent, qui se posent des questions, qui souhaitent améliorer leur fonctionnement. Voilà. Ouais, questions juridiques. Tout à fait. Questions juridiques, affaires sociales, la comptabilité. Ou même se former. Se former, on a également un gros volet, en plus du conseil, un gros volet formation que l'on fait soit à La Roche-sur-Yon, dans nos locaux, soit délocalisé en lien avec les collectivités locales pour être au plus près des bénévoles. À côté de vous, Guillaume Droyard, bonjour. Bonjour. Donc j'ai dit que vous étiez consultant, vous êtes chargé de mission à la Maison départementale des associations de Vendée et vous avez particulièrement travaillé sur l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, qui a été publiée il y a quelques jours, sur le rapport du numérique et des associations. Est-ce que les associations de Vendée se sont pleinement imprégnées des outils numériques? C'est un peu ça la question qui a été posée? C'est ça, ouais. L'objectif premier, c'était de faire un état des lieux déjà de l'équipement en termes de numérique de nos associations, parce qu'il s'est révélé qu'il y avait très peu de chiffres d'une manière générale sur les associations et encore moins sur le numérique. C'était ça le point de départ, c'est qu'il n'y avait pas une vision assez nette Ouais, c'est ça. Sujet. Oui, tout à fait. Il y a eu en effet, en Vendée comme sur le plan national, on a quand même un manque de chiffres, de connaissances du monde associatif. La MDAV a créé il y a quelques années un observatoire, comme beaucoup d'organismes, justement pour essayer d'aller à la recherche de ces éléments, parce que les acteurs du monde associatif, les pouvoirs publics entre autres, se posent beaucoup de questions. Donc on a fait dans un premier temps une étude sur l'emploi associatif, parce qu'on parle beaucoup des associations employeuses, ça représente quoi. Et puis avec Guillaume, on a fait une étude une enquête sur, on va dire, le moral des dirigeants associatifs. Et à travers les résultats de cette enquête, on s'est aperçu que l'usage des outils, notamment dans le numérique, était quelque chose qu'il fallait peut-être qu'on creuse, parce que il y avait certainement là quelque chose à découvrir, en tout cas à mieux comprendre dans l'usage numérique. Et en même temps, il y a une étude nationale par Recherche et Solidarité avec le programme Solidatech qui est sorti, donc qui a fait une étude, elle, sur 3 ans, 2013-2016, des usages du numérique dans le monde associatif et l'impact dans leurs projets associatifs. Alors ça nous a aidé à engager en effet cette étude sur le plan national. Ça tombait bien parce que combien, à peu près 600 associations ont répondu à votre enquête. 549, pour être précis. Voilà. Toujours très précis. Et ce qui a permis aussi, à travers l'enquête nationale qui, elle, a concerné plus de 10 000 associations, de faire des parallèles ou de croiser les données? C'est ça. En fait, ce qui était intéressant, c'est que nous, comme ils avaient déjà publié leur première enquête en 2013, on s'est inspiré en fait, d'une partie de leurs questions, d'ailleurs avec leur accord, pour créer notre propre questionnaire. Donc il y avait vraiment des liens directs qu'on pouvait faire d'une enquête à l'autre, puisque les questions étaient strictement les mêmes. Après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la structure des réponses n'est pas tout à fait la même, puisque leur enquête étant nationale, touche les grandes villes, donc des associations qui ont un profil un peu différent. Par contre, ce qui est... Voilà. Mais ce qui était quand même très intéressant et surprenant sur nos 540 répondants, et bien quand on les ramène au secteur d'activité, sport, culture, loisirs, éducation, action sociale, et bien on est à peu près dans la même proportion que sur les 10 000 répondants du niveau national. Donc ce qui nous permet d'avoir quelques éléments de comparaison. La justesse des données. Gilbert, si je vous dis 52% des associations qui ont répondu donc, à l'enquête de MDAV ont un site internet. 45% une page Facebook, ça vous étonne ou... Une page Facebook, je trouve que c'est beaucoup, et on en sait très bien. 52% un site, non. Ça me paraît... Est-ce que vous, c'est des chiffres, vous présagiez que c'était à peu près de cet ordre-là ou...
Oui, on n'a pas été spécialement surpris par ça. En fait, il faut voir qu'il y a deux choses. D'une part, ceux qu'on n'ont pas, il y a deux solutions. Oui. Soit c'est qu'ils n'en ont pas besoin, et à ce moment-là, il n'y a pas... Qui n'a pas besoin de des associations qui sont à une échelle réduite, on va dire une commune, une intercommunalité, pas spécialement besoin forcément de communiquer de manière très large. Et puis de l'autre côté, il y a des associations qui en auraient besoin, mais qui n'identifient pas soit l'intérêt, soit l'utilité d'en posséder un. Donc celles qui ont peu d'outils numériques, est-ce que ça veut dire qu'elles sont moins dynamiques ? Du coup, non, quoi. Oui, pas du tout. Je pense qu'il faut séparer les deux aspects. Je pense qu'il y a surtout une certaine clairvoyance et une lucidité de la part des dirigeants associatifs. Et on prend l'échelle d'un club de sport, de foot, qui n'agit que sur son territoire commune et intercommunal. Ils savent très bien qu'avoir un site internet, c'est beaucoup de temps à passer pour le mettre à jour, l'actualiser. Donc ils vont peut-être plutôt axer sur Facebook, par exemple, qui peut se mettre en place très facilement, qui permet une communication interne également pour prévenir les joueurs de telle chose ou de telle chose. Donc voilà, je pense que quand vous parliez tout à l'heure de la spécificité de la Vendée par rapport à cette étude nationale qui touchait quand même beaucoup d'associations dans des grosses villes, eh bien voilà, je pense que c'est là qu'on peut analyser cette différence et l'intérêt en effet des dirigeants de se dire, voilà, nous on n'a pas besoin d'aller vers un site internet parce que si on veut quelque chose de bien, ça va coûter cher. Et ça va nous demander beaucoup de temps, et ce n'est pas forcément notre priorité. Voilà. Il y a peut-être une typologie aussi des associations. Je ne sais pas, mais des clubs de retraités, ce n'est pas les mêmes besoins qu'un club sportif, qu'une association culturelle. Enfin, je ne sais pas. Alors, est-ce que dans votre idée, c'est qu'un club de retraités a plus besoin d'outils numériques ou moins ? Peut-être que les personnes sont moins sensibilisées, moins prêtes à aller dans... Mais ça reste à vérifier parce qu'ils ont un peu de temps, puis les retraités eux-mêmes ont évolué. Alors, est-ce que là-dessus, l'enquête éclaire quelque chose sur l'âge ? Donc on en parlait déjà, je viens de préciser qu'il y a une enquête qui est parue l'année dernière, en 2016, de France Bénévolat, qui relativise en fait la position des retraités, enfin des plus de 65 ans dans les associations, et qui montre que la tendance serait plutôt un recul de ces populations. Qui sont en fait pas, enfin voilà, il n'y a pas que des retraités dans nos associations. D'accord. Et d'autre part, on dit souvent les jeunes sont plus au fait du numérique, etc. Mais en fait, ils consomment du numérique sans forcément en produire. Et finalement, c'est pas les retraités qui sont les plus éloignés du numérique. Et notre enquête montre, sur un aspect en tout cas, que finalement, la partie ouest de la Vendée, qui est la partie où les retraités sont les plus nombreux, et pas celle où les gens déclarent le plus des difficultés de manque de compétences ou de manque de moyens humains. Donc c'est qu'un élément, il faudrait étayer ça bien plus longuement. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, mais c'est un élément qui tend quand même à être prudent avec les fractures générationnelles. Et je pense également que les personnes plus âgées, retraitées ou pas encore retraitées, ont un regard beaucoup plus intelligent de l'outil numérique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement comme chez les personnes plus jeunes de la communication, de l'événementiel, c'est comment nous on peut utiliser ces outils numériques pour nous, dans notre fonctionnement, dans notre gouvernance, agenda partagé, dans les recherches de fonds également, le financement participatif qui est très très peu utilisé en Vendée, mais qui doit se développer ou va se développer, puisque partout en France ça se développe. Donc je pense qu'en effet il y a plus de lucidité et une utilisation plus réfléchie de la part des retraités ou des personnes plus mûres. Alors on va y revenir sur les projets, sur les stratégies à mettre en place, ou à ne pas mettre en place d'ailleurs. Parenthèse avec Gilbert qui nous amène du côté de l'Île-Dieu, mais il y a déjà 100 ans. C'était le 23 janvier 1917. L'histoire, qui est une belle mais en même temps surtout tragique histoire, démarre le 23 janvier 1917. Un cargo norvégien est au large des côtes espagnoles et subit l'assaut d'un sous-marin allemand. Est coulé, mais l'équipage peut s'en sortir et il y a 18 personnes dans ce cargo. 11 prennent une baleinière, une chaloupe. Celle-ci, la première, très rapidement, ils disparaissent corps et bien. Les 7 autres s'en sortent, dérivent, et pendant pratiquement 3 jours. Et le 26 janvier, elle est observée au large de l'Île-Dieu, au sémaphore de la pointe du but. C'est ça, et donc les sauveteurs sont alertés.
et un équipage de sauveteurs se met en route, pas aussi bien que pour un équipage, je vous dirais, complet, en ce sens que la plupart des hommes sont déjà partis au front. Donc il y a 4 véritables, je crois que c'est 11 personnes qui partent pour ramer, hein, parce que c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Il n'y a que 4 personnes qui sont véritablement des sauveteurs quasi professionnels, en tout cas des bénévoles. Ils vont réussir et qui réussissent au bout de 2 heures à rejoindre donc, cette baleinière. Mais il fait déjà d'une part très froid en partant, et le vent s'élève fortement, la température baisse encore, ils sont à contre-courant, ils se rendent compte qu'ils ne pourront jamais retourner, ils étaient un peu plus de 3 miles de la côte, qu'ils ne pourront jamais regagner la côte. Donc le responsable de ce sauvetage décrète de jeter l'ancre et d'attendre des courants plus favorables et sans doute de passer la nuit. Mais la nuit devient de plus en plus agitée. C'est du grésil, c'est de la neige. On va jusqu'à moins 15 degrés durant cette nuit à milieu. Tout se passe mal. Tout se passe mal, tout est conjugué pour que ça se passe mal. Malheureusement, vraiment, c'est pas de chance parce que l'ancre cède et à son tour, les sauveteurs dérivent avec les 7 Norvégiens, c'était les Norvégiens, ils partent à la dérive. Et pendant pratiquement 3 jours, à leur tour, au bout de 2 jours, dès le premier jour, comme les Norvégiens étaient eux-mêmes déjà assoiffés, affamés, etc., déjà bien fatigués, il y en a 2 qui décèdent rapidement. Même parmi l'équipage des sauveteurs, il y en a un qui est parti un petit peu bronchiteux, décède rapidement également. L'eau commence aussi à envahir un petit peu l'embarcation. Ils en ont jusqu'aux cuisses. Ils sont frigorifiés. Et donc, petit à petit, les uns et les autres viennent à décéder. Au total, je ne rentre pas trop dans les détails, hein, mais je crois il y a 2 Norvégiens seulement qui s'en sortent. Et il y a 6 Français sur les 11 qui sont victimes également de ce sauvetage. Heureusement, au bout du 3e jour, 3 jours, ils arrivent sur les côtes finistériennes. Ils frôlent une première île qui est déserte, il n'y a personne pour les sauver. Une deuxième où il y a un seul habitant qui les aperçoit et qui donne l'alerte. Il y en a 2 qui sont tirés de l'embarcation mais qui sont épuisés, qui décèdent quelques minutes, quelques heures après. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de tragique. Ça mérite d'être connu parce que c'est quand même... ça montre un petit peu la volonté de ces sauveteurs qui sont partis malgré le froid, malgré le danger, avec les moyens du bord, mais avec un souci un contexte de guerre et dans un total dévouement au risque. C'était la plupart des gens qui avaient entre 40 et 55 ans, presque tous, donc pères de famille, et donc c'était un véritable... Et donc il y a un monument à Port-Joinville. Il y a un monument dès qu'on arrive à Port-Joinville, hein, l'écran le montre, qui est dédié donc à ce drame. Et la plupart des manifestations patriotiques se déroulent sur justement ce que l'on appelle la place de la Norvège. Très bien. Vous connaissiez cette histoire ? J'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas. On ne peut pas le manquer quand on arrive à quand on descend du bateau. Avec la place de la Norvège et cet événement-là. Ouais. Voilà. Très bien. Merci pour cette histoire très poignante, difficile, mais qui rappelle les réalités. On revient donc à notre sujet, le rapport des associations avec les outils numériques. Donc on a bien vu que certaines utilisent peu les outils, mais finalement n'en ont peut-être pas besoin. Mais alors celles qui ont un site internet, Facebook, on voyait aussi, je crois que l'usage du mail aussi, c'est parmi les premiers outils utilisés, s'en servent plutôt en interne, je crois, c'est ce que démontre... plutôt que pour faire la promotion de leur association ? En fait, c'est plutôt que c'est efficace. Enfin, les associations déclarent un impact positif en interne de tous ces outils-là. En revanche, quand il s'agit d'attirer de nouvelles populations, il y en a plus de la moitié en fait, qui déclarent que soit les effets sont négatifs, soit aucun impact particulier. On pourrait penser qu'une page Facebook ou un site internet
permet de donner une image valorisante de l'association et de donner envie, mais en fait, c'est pas forcément la logique adoptée par... Oui. Alors, c'est peut-être pas la logique ou ils savent peut-être pas faire. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, juste pour revenir dans la continuité des propos de Guillaume, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en effet, l'usage des outils numériques, c'est surtout vraiment pour l'interne, la gouvernance, les échanges d'agenda, les convocations, là. Ça, c'est très fort. Ouais. Par contre, en effet, aller utiliser ces outils pour chercher des nouveaux adhérents ou attirer de nouveaux adhérents, là, on sent qu'il n'y a pas d'impact. Je pense également qu'en fonction du type d'association, parce que quand on est sur les associations dans le secteur culturel, je pense aux troupes de théâtre, là, par contre, on voit un intérêt particulier pour communiquer ce que l'on fait à l'extérieur. On est dans de l'événementiel. L'idée, c'est d'utiliser Facebook, d'utiliser le site internet également pour faire la promotion de son nouveau spectacle, de sa nouvelle pièce ou de son nouveau concert. Donc vous voyez, sur chaque association, il faut en effet aller voir le pourquoi de leur fonctionnement, ou de leur objet en tout cas, et puis après, on voit une utilisation plus intéressante pour les uns ou pour les autres. Mais dans la globalité, en effet, on se rend compte que l'attrait de l'outil numérique pour capter un nouveau public et enrichir, on va dire, ses adhérents, c'est pas du tout positif. Comme quand vous posez la question des projets, avez-vous des projets numériques? Là, la grande majorité, c'est aucun. C'est ça. Parce que... Pardon, Gilbert. Oui. J'allais dire que la communication aussi n'a pas le même impact selon que l'on s'adresse à une association, je dirais, très locale. Ou une association départementale. Je pense que l'impact n'est pas le même. Tout à fait. Alors pour revenir sur les projets, pour vous, qu'est-ce que ça démontre? Ça veut dire qu'on... On est prudent, c'est ça, je crois, ce qui ressort de l'enquête, c'est que soit on n'a pas de projet, donc on ne prend pas de risques, soit quand on en a, c'est des choses très, très limitées, moderniser un site internet ou une page Facebook, bon, c'est pas une révolution, c'est de la prudence avant tout, quoi. Il faut simplement rappeler que 70% de nos 549 répondants, donc la grande majorité, ce sont des associations de moins de 10 000 euros de budget, et puis avec un salarié. Voilà. Donc pas tous, mais en tout cas maximum un salarié. Donc ça veut dire que, vous voyez, je reviens sur vos propos, c'est pas forcément en effet l'usage prioritaire, voilà, parce que on est dans son activité, son club de danse, son club de je sais pas moi, de fleurs, etc. localement. Alors que quand on va passer à une dimension départementale ou quand on est une structure style EHPAD, maison de retraite associative avec plusieurs salariés, avec des contraintes vis-à-vis de l'administration, là on est obligé de dématérialiser et donc d'avoir des outils et de se mettre sur les outils numériques. Alors les moyens financiers, ça a été un des premiers freins à évoquer. Est-ce que ça coûte cher donc d'utiliser à fond les outils numériques, c'est ça? C'est pas tant le coût en fait en tant que tel des outils, parce que pour donner un exemple, un site internet, nom de domaine, hébergement compris, c'est entre 50 et 100 euros par an. C'est plus les moyens que les associations sont disposées à mettre dans ces outils-là. C'est ça en fait qui est la principale difficulté. Alors c'est pas forcément une question matérielle, c'est plutôt d'accompagnement ou la compétence. Faire vivre. Oui, c'est ça. Juste un point, nous on a été surpris. La première question, c'était quels sont vos outils? Et on a une grande majorité qui nous a répondu qu'ils n'avaient pas d'ordinateur. Alors, ni d'imprimante, alors encore moins de serveurs et d'autres outils, parce qu'il y avait une liste quand même assez importante. Donc on se dit, ça commence mal quand même notre enquête, parce que si déjà, d'emblée, mais à la fois, c'est pas anodin, parce que dans les associations, la grande partie des associations, ils n'ont pas d'ordinateur à titre associatif. C'est celui du président, le trésorier utilise son propre ordinateur pour la comptabilité, la secrétaire utilise son propre ordinateur, etc. Donc il faut distinguer en effet les outils qui peuvent permettre de développer ces outils numériques, donc l'ordinateur, pour faire très simple. Puis après, les outils numériques, où là, en effet, on peut les mettre où on veut, quoi. Facebook, ça ne coûte rien. Voilà. Et donc, je pense que ces outils vont prendre toute leur place, plutôt qu'Internet, où en effet, on peut avoir accès à des sites gratuits, mais on sent qu'il y a quand même des craintes et des doutes. Et là, on revient sur le côté un peu psychologique, je dirais, des personnes, où il y a l'aspect financier, mais il y a l'aspect surtout, en effet, psychologique. Comment lever ses peurs, ses craintes face au numérique? Parce que voilà, est-ce qu'on en est capable? Comment on va pouvoir assumer ces outils-là? Alors, quel accompagnement est-ce qu'il existe, par exemple, au sein de la MDAV pour aider ces associations qui diraient j'entends bien, mais
On n'a pas les compétences, on ne sait pas par où commencer. Alors, Guillaume est là, c'est pas pour rien non plus. Mais bon, aujourd'hui, on va dire, il n'y a pas de structure organisée. On a la préfecture qui a mis en place un comité de pilotage départemental, mais plus axé vers le public jeune. Voilà, donc qui coordonne déjà un certain nombre d'acteurs sur l'ensemble du département, qui se rencontrent plusieurs fois dans l'année. Mais je dirais, en dehors de ça, en tout cas, la MDAV, on n'est pas au courant d'une structure départementale qui pourrait accompagner. Alors, les fédérations, les grosses fédérations, comme nous, la MDAV, comme le monde du sport, on met en place des formations d'accompagnement. On en a une prochainement sur justement l'usage des outils numériques au sein des associations, mais c'est des formations ponctuelles. Et après, dans notre métier de conseil, et Guillaume est là, c'est entre autres également pour ça, c'est de pouvoir être capable d'accompagner les associations dans... Alors c'est un terme un petit peu fort, mais dans leur stratégie numérique par rapport à leur usage. Voilà. Très bien. Donc on peut conseiller déjà, vous passez un coup de fil, il faut être adhérent à la MDAV pour avoir... Non, il ne faut pas être adhérent. Le conseil, il est accessible à tous, sans contrepartie d'adhésion et gratuit. Donc il ne faut pas hésiter en effet à nous appeler. Et si nous, on n'est pas dans la capacité, parce que dans ce domaine-là, eh bien, on peut mettre en relation avec des structures beaucoup plus pointues que nous. Très bien, merci. Je vous propose qu'on termine cette émission en parlant de cœur de la Saint-Valentin, puisque c'est d'époque avec Yves-Lise. Bonjour Yves-Lise. Bonjour Cathy. Alors, vous accueillez cette semaine pour nous parler de la Saint-Valentin. Et oui, et moi je vais vous dire que la Saint-Valentin est aujourd'hui une fête subversive. Révolutionnaire, et oui, c'est à contre-courant, mais c'est du moins la thèse que défend Jean-Claude Kaufmann, le sociologue, dans son ouvrage. On connaît bien avec ses moustaches. Voilà, c'est belle bacante. Saint-Valentin, mon amour, donc de ce dernier essai, sa dernière thèse qui nous propose. Dans un premier temps, l'auteur nous rappelle un petit peu l'histoire, d'où vient cette fête, la fête de la Saint-Valentin, qui au départ a connu des débuts un petit peu difficiles, dès le 8e siècle. Ben oui, dès le 8e siècle, la Saint-Valentin, avec l'appui de l'Église, s'est substituée aux anciennes fêtes carnavalesques, qui étaient souvent synonymes de débauche, de libertinage. Saint-Valentin, c'est pas de la débauche maintenant, c'est sûr. Non. Et en particulier, c'est au moment où ça s'est substitué, il y avait les hommes se déguisaient en ours pour enlever les jeunes femmes. Oui, c'était une fête un peu... Voilà. Donc l'Église essaie pas tant d'imposer un petit peu mettre le haut là, un petit peu, mettre un peu l'ordre. Et ils imposent une Saint-Valentin un petit peu plus chaste, un peu plus faite de messes, de prières. Mais manque de peau, ça ne réussit pas. Oui, la preuve, parce que ça ne s'est pas imposé. Et la fête des amoureux continue à s'imposer. Et après bien des tribulations, s'installe en France, en Grande-Bretagne, en Italie, dans toute l'Europe. Et même à partir du 19e siècle, il arrive une habitude. Alors, il nous raconte tout ça, il écrit, il montre les différentes étapes au fil des siècles. Mais au 19e siècle, s'impose une tradition que vous connaissez encore, c'est de s'envoyer des valentines, savoir les petites cartes que l'on envoie à l'élu de son cœur. Donc, en 1835, il faut savoir que ça a été la première année où ça a un peu marqué ça a fait date. Il y a eu 60 000 cartes qui ont été échangées en Angleterre, en Grande-Bretagne. Il revient, c'est un livre sur l'histoire de la Saint-Valentin. C'est sur l'histoire de la Saint-Valentin, sur l'histoire de cette fête au fil des siècles et aujourd'hui comment elle est perçue. Alors ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'elle a traversé l'Atlantique, elle a connu un gros succès surtout commercial, puisque les Américains, tout ce qu'ils touchent, ils le transforment en or. Donc les Yankees nous font une fête commerciale, on offre des cadeaux, des bijoux, des parfums et tout ça. C'est un peu comme Noël, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la suite. Et donc le sociologue nous explique un petit peu comment cette Saint-Valentin a aussi conquis. Exactement. Oui. Oh là là, belle faute. Personne s'en a aperçu. Cette fête a un peu conquis donc toute la planète, y compris dans certains pays donc du Moyen-Orient, d'Asie. Le Japon, elle est super populaire. On offre des chocolats à son supérieur. On offre beaucoup de chocolat au Japon. Mais par contre, elle a pris une odeur de soufre, puisque dans certains pays tout à fait, puisqu'en fait, elle est interdite dans de nombreux pays où les instances religieuses gouvernent et mettent le haut là en disant attention, en Iran, notamment en Égypte, en Thaïlande et dans les pays du Golfe où elle est vue un petit peu comme une dérive, parce que, ou plus exactement une fête qui vient de l'Occident déjà. Ah oui. Alors il nous explique tout ça, il donne les arguments qui sont développés. Et il décrit parfaitement la chose qui se cache derrière, notamment donc, derrière l'hostilité à la Saint-Valentin de ces autorités locales et gouvernementales, se cache quelque chose en lien avec les relations intimes entre les hommes et les femmes. Une journée où finalement les hommes peuvent déclarer leur tendresse et leurs sentiments à leur dulcinée, finalement ça ne plaît pas du tout aux dirigeants de ces pays.
qui voilà une preuve de faiblesse notamment. Et donc, il est très mal vu. On achète en secret les petits cœurs, les nounours en peluche et les cœurs en satin, en rouge, surtout, qu'on va offrir à son élu. En fait, oui, ça passe. Et c'est fait presque un peu marché noir, effectivement. Alors, j'aime beaucoup le titre qu'il implique là-dessus, dit « Le rouge et le noir ». Le rouge étant le rouge de l'amour et le noir des autorités religieuses qui mettent la main. Donc un mélange à la fois d'aspect sociologique et d'histoire. Oui, c'est très intéressant, ça se lit très bien, c'est pas du tout prise de tête, vraiment. Donc la Saint-Valentin, mon amour, Saint-Valentin, mon amour aux éditions Les Liens qui libèrent, Jean-Claude Kaufmann. 18 €. Et 18 €. Très bien. Bon, c'est un beau cadeau pour la Saint-Valentin, vous ne saviez pas quoi vous avez déguisé en ours ou un mauvais chocolat, bien voilà. J'ai trouvé le cadeau pour moi. Voilà. D'accord, très bien. Merci de vos renseignements, de vos conseils. Donc, on invite les associations à aller vers vous, vers la MDAV, la Maison des associations de Vendée, pour, si elles ont envie d'avancer un petit peu dans leur projet numérique. Merci Yves-Lise, bonne Saint-Valentin. Merci.